Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Ah, quelle belle musique, quelle douce mélopée sur laquelle je fais ma gym le matin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour écouter Steroids, le podcast qui fait effectivement l'exégèse des gros bras, mais pas cette fois-ci, pas dans cet épisode, puisque nous allons parler de Point Limite Zéro, Vanishing Point en anglais, un film de Richard Sarafian, réalisé dans les années 70 et qui en fait est un classique du film de bagnole, du film de course-poursuite. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Steph. Ça va ? Ça va. Oui, ça va. Bah, alors, Point Limite Zéro, on a choisi ce film parce que c'est vrai que c'est un film alors, un peu particulier dans le sens où quand on a fait une sélection des films dont on voulait parler, moi j'étais un peu en train de te teaser avec ça en te disant mais toi t'aimes pas trop les films des 70s, tu m'as dit bah attends, si c'est Point Limite Zéro aussi. Et je fais bon bah allez, on fait Point Limite Zéro quoi. Bah oui, parce que j'ai un souci en fait avec les 70s. J'ai toujours eu un souci qui est d'ordre esthétique, puisque c'est une époque où en fait le savoir-faire du Hollywood des années 60 c'est un peu il s'est pas perdu en fait, il a été arrêté consciemment. Les réalisateurs des années 70 se posaient un peu en réaction à ce qu'avaient été les films d'avant. Et donc, tout cet art, on va dire, à la Anthony Mann, David Lean, des beaux films en cinémascope avec des cadres extrêmement travaillés et tout ça, ils l'ont un peu foutu en l'air. Donc, c'était considéré comme une espèce de rigidité de mise en scène, exactement. Voilà. Alors, ça a été fait par des gars très intelligents et qui avaient il y avait un propos politique dans ce qu'ils faisaient. Je pense à un mec comme Friedkin, par exemple, lorsqu'il commence à arriver avec ses zooms dans ta gueule et ses trucs ultra cut et ses longues focales, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Et puis lui, il venait du documentaire aussi. Voilà. Donc, et donc, il a amené une école, effectivement, documentaire prise sur le vif, qui a beaucoup fait pour recrédibiliser les récits. Parce qu'en fait, ce qui se passait dans les années 70, c'est que si tu filmais comme si tu étais dans les années 60, bah, en fait, pour les gens, ça voulait dire fiction. Et donc, pour leur donner l'impression de réalité, il fallait filmer autrement. Bon, bref, à l'européenne, entre guillemets. Et donc, j'ai jamais été un gros fan, moi, des longues focales excessives et des zooms et ce genre d'effets-là. Or, Point Limite Zéro, c'est un film qui est un pur film des 70s par rapport à ce dont il raconte, mais il le fait dans une esthétique qui est encore rattachée aux années 60. C'est du cinémascope, du très beau cinémascope, avec une grande profondeur de champ. En revoyant le film, c'est en 1,85. C'est du 1,85, ouais. Bah, tu vois, c'est tellement bien cadré que ça me fait l'effet d'un cinémascope. Moi aussi, j'avais exactement ce souvenir-là, en fait. Et en voyant le film, j'ai fait, mais c'est dingue, en fait. C'est 1,85. D'accord. Et ben écoute, une leçon. Parce que vraiment, j'ai le souvenir, effectivement, moi-même, je l'ai pas revu dernièrement, j'ai le souvenir d'un film en scope. Mais donc, voilà, il y a une prise de vue qui est pas celle... c'est pas Belite en fait. Et donc c'est pour cette raison-là qui fait partie de mes films favoris et de cette décennie, pour une raison essentiellement esthétique et aussi parce que moi j'ai toujours été un fan dingue de Mad Max, le 1 mais surtout le 2 alors, c'est antérieur, il faut le préciser, bien sûr, pour ceux qui Point Limite Zéro, c'est un film de 71. Tout à fait. Mad Max c'est 79, ouais. Exactement. Mais ce qui me faisait kiffer dans Mad Max, c'était l'incroyable fétichisation des véhicules par la caméra, en fait, la façon même de les filmer. Et en fait, ça découle de Point Limite Zéro. Puisque donc le film se distingue par bon, déjà on peut développer un peu de quoi parle le film, parce que c'est très particulier. Moi, je trouve que c'est un point de départ hyper intéressant parce que tu pourrais pas forcément te dire que c'est un film d'action à proprement. C'en est un, clairement, tu vois. Mais ce n'est pas que un film d'action, évidemment. Mais déjà, c'est une poursuite non-stop. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une poursuite qui, à la base, n'a pas lieu d'être. C'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est un personnage, en fait, Kowalski, qui est interprété par Barry Newman, qui en fait, doit mener une voiture. En fait, il convoie une voiture qu'il conduit. Donc, dont on imagine qu'elle contient quelque chose de pas légal. Oui. Mais même pas forcément. Mais en fait. C'est-à-dire que c'est pas clairement dit. En fait, il doit livrer cette voiture à San Francisco. Et en fait, il se met un défi, un pari, de le livrer en, je crois, 48 heures, quelque chose comme ça, et on doit traverser tout le Nevada, toute la Californie. Même moins, je crois que c'est 24 heures. Je dit, je serai à San Francisco demain à 3 heures. Oui, ouais. Et en fait, le truc, c'est que du coup, comme il est excès de vitesse sur excès de vitesse, il se fait au fur et à mesure poursuivre par la police.
Et il devient une espèce de phénomène en fait qui est relayé par la radio, par les médias, parce que en fait il défie d'une certaine manière en fait l'autorité. Et comme il ne veut pas s'arrêter, comme il décide d'aller vraiment jusqu'au bout de son pari, jusqu'au bout de son parcours, et c'est ce qui en fait un espèce d'anti-héros qui va, traverser une partie de l'Amérique, en tout cas l'Ouest, et qui va le rendre très populaire en fait auprès du peuple, on va dire. Voilà. C'est une façon de la contre-culture de l'époque. En fait. Et clairement, c'est un film de contre-culture. Voilà. Ça a été au départ écrit comme ça, parce que donc c'est tiré d'un roman de l'écrivain Guillermo Cabrera Infante. Pardon, enfin, c'est pas un roman, c'est un script de Guillermo Cabrera Infante, qui est donc un écrivain cubain. Et lui avait explicitement conçu son script pour essayer d'intégrer et de comprendre ce qui se passait justement au niveau de la contre-culture américaine à l'époque. Il s'était inspiré de deux événements, dont un effectivement d'une poursuite sans fin d'un mec qui s'était fait... qui avait refusé de s'arrêter, et donc voilà, ça avait défrayé la chronique. Et il y a cette idée qu'effectivement, on ne sait absolument pas pourquoi Kowalski fait ça. Tout ce qu'on apprend de Kowalski, c'est que c'est un ancien du Vietnam, donc on est déjà au niveau du temps bien posé dans l'actualité, parce qu'en 71, l'Amérique est encore en guerre. Et dans l'opinion publique, elle la remet. Et c'est un grand moment de bascule, effectivement. Et donc, voilà, ça a défini le refus du Vietnam a défini la contre-culture de l'époque. Il prend des pilules pour tenir, donc du coup, la drogue est présente, et il a la radio à fond, et donc du coup, le rock est également présent. Donc, il manque plus que le sexe, en fait, quoi qu'il y ait une nana à poil. Il y a une nana qui lui demande, et en fait, il dit non, il n'a pas le temps. Mais surtout, ce qui distingue le récit de ce film, c'est qu'on ne saura jamais vraiment qui est ce Kowalski et pourquoi est-ce qu'il était si important pour lui de foncer à toute allure pour ne pas s'arrêter, quoi. Ce qui met le film pratiquement sur les rives du fantastique. Ça devient une fable, en fait. C'est une fable. C'est une fable. Et c'est une fable politique, parce qu'en fait, il y a cette notion, je trouve, dans le film, qui est que vraiment, dans cette idée de pas s'arrêter, en fait, dans cette idée, c'est pas. Je pense pas que de base le personnage de Kowalski défie l'autorité par volonté, en fait. Non. C'est-à-dire que c'est par l'action qu'il le fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, il est le premier. En fait, par exemple, les premiers flics qui le poursuivent en moto et qui le balancent dans le décor, en fait. Il est le premier à s'arrêter pour voir s'ils sont encore vivants, et en fait dès qu'il s'assure qu'ils sont vivants, il repart. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est un ancien flic, en fait. Kowalski, on en apprend au fur et à mesure, en fait, du film, à travers des flashbacks, qui il a été. Mais même ce qu'il a été ne donne pas de solution sur ce qu'il est. Voilà, c'est très light, en fait. C'est-à-dire que il a été policier. Il s'est interposé, en fait, quand un de ses collègues a cherché à violer une jeune femme qu'ils ont arrêtée, quoi. Il lui a sauvé la mise à la jeune fille, et en gros ça se retrouve dans les journaux. Mais ça, tu l'apprends. Il y a un flashback d'abord, ensuite quand il rencontre justement cette jeune femme qui est une hippie à moitié à poil qui se balade en moto dans le désert. Elle lui sort justement un collage de tous les journaux qu'elle avait recueillis à l'époque, pour lui montrer, en fait, pour moi, tu es un héros, quoi. Et en fait, c'est ce chose-là qu'on apprend au fur et à mesure, mais lui, en fait, ne le fait pas. Encore une fois, il ne le fait pas, en fait, sous cette. Voilà, c'est juste quelqu'un qui est complètement désabusé. Et je pense que d'une certaine manière, justement, le film est une fable politique, parce que il montre plus ou moins, le personnage représente ce que l'Amérique était censée ressentir à ce moment-là, à travers la façon dont le gouvernement fonctionnait, la façon dont la guerre était en train de vraiment prendre une ampleur négative dans l'opinion publique, etc., quoi. Il y a un truc que nous, en Europe, on a toujours eu du mal à appréhender, c'est que on a très bien compris, une partie des Européens ont très bien compris de quoi était faite la contre-culture de cette époque-là, mais ont toujours négligé l'héritage de l'esprit, on va dire, libertaire du 19e siècle. C'est-à-dire que les Américains, c'est des cow-boys. Il y a quand même cette idée d'individualisme
pure de celui qui trace son chemin et personne ne l'arrêtera. Dans le cinéma d'avant, on avait déjà plein de personnages qui étaient comme ça. On a perdu récemment Kirk Douglas, par exemple, qui a été le spécialiste de ce genre de figure. Ouais. Un film comme Seuls sont les indomptés ou L'homme qui n'a pas d'étoile, c'est ça, c'est l'histoire de l'individu pour qui n'a ni Dieu ni maître, quoi, et personne ne lui dira quoi faire et où s'arrêter. Et Kowalski représente clairement ça. Il y a toujours cette idée dans ces films de casser de refuser les barrières, en fait. Ton cheval te permet d'aller de traverser le pays et ce pays n'a pas de barrière. C'est toi qui crée ta route, en fait. Et donc Kowalski, voilà, il traverse les États, mais pour lui ça n'est qu'une ligne droite. Le geste de Kowalski devient de fait une révolte contre l'ordre établi, tout simplement parce que l'ordre oblige à des limites de vitesse et oblige à des passages d'état, tu vois. Sinon, on le laisserait tranquille. S'il était dans l'Ouest sauvage, il n'aurait pas de problème, il n'a rien fait de mal. Voilà. Mais ce caractère fable... le réalisateur Richard Sarafian, lui, considérait qu'il avait mis en scène Kowalski comme s'il venait d'un autre monde. C'est-à-dire que dès le début du film, on n'est pas vraiment convaincu que ce soit un mec normal, quoi, que ce soit un être humain comme toi et moi. Et d'ailleurs, pour Sarafian, il meurt pas à la fin. À la fin, il part. Alors, on est full spoiler, donc. On se doute en voyant le film que ça ne peut pas bien finir. De toute façon, à un moment donné, il va se retrouver devant un mur, littéralement, et c'est bien ce qui se passe, quoi. Mais le fait que arrivé devant ce mur, le personnage se mette à sourire et continue malgré tout à appuyer sur le champignon, c'est qu'en fait, il est déjà passé dans un autre monde, quoi. Et surtout, d'autant que en fait, cette scène dans le film, elle renvoie à la scène d'ouverture, qui est une scène qui se situe dans la même temporalité, si ce n'est que l'issue est différente, en fait. Donc c'est là où la boucle, en fait, que le film reprend, parce qu'il recommence justement 24 heures avant ou 48 heures avant, je sais plus. La boucle, le film reprend, en fait, il te change l'issue de ce que tu as vu, en fait, et ce que tu penses avoir vu, en tout cas ce qu'on t'a montré, ce que Sarafian t'a montré au début. Et l'autre point intéressant aussi là-dessus, c'est que tu voulais... Ouais, il y a un personnage qui est absolument essentiel, je pense, dans cette intrigue, c'est le personnage du disque jockey, qui est joué par l'acteur Cleavon Little, qui s'appelle Super Soul. Et ce personnage de DJ, en fait, c'est un DJ aveugle, et donc il le voit pas, Kowalski. Non seulement il le voit pas parce qu'il voilà, mais en plus ils sont pas au même endroit. C'est juste dans le récit, il apprend que Kowalski est en train de courir avec les flics, il a les flics aux trousses, et il va décider, en fait, comme au moment où il comprend que Kowalski écoute la radio, de lui parler à travers la radio pour l'encourager, en fait, quoi. Et c'est lui qui va faire de Kowalski une légende dans le pays. En fait, c'est le cœur, le cœur au sens le cœur dans la tragédie grecque. Oui, exactement. En fait, voilà, c'est ça. Exactement. Tu fais bien de préciser qu'on est dans la tragédie grecque parce qu'on est vraiment c'est l'oracle, c'est le cœur. Il joue tous ces rôles-là, et surtout il comprend et il donne l'impression qu'il le voit littéralement. C'est-à-dire que tu as des gestes que Kowalski peut faire que le DJ aperçoit, en fait. Il se parle même sans se parler. Voilà, en fait. Il se passe sans se parler. Et il s'appelle Super Soul. C'est littéralement son âme, en fait. Donc tout ce que Kowalski ne dit pas dans le film, c'est le DJ qui va le dire pour nous, en fait. Donc on n'est vraiment pas du tout dans un film terre à terre, on est dans une pure fable rock'n'roll. Et d'ailleurs, Richard Sarafian voulait au départ construire tout son film autour d'un album de rock de l'époque qui s'appelait Motel Shot, alors je connais pas moi personnellement, de Delaney and Bonnie and Friends. Finalement, parce au département musique de la Fox, ils n'ont pas voulu dépenser tout cet argent parce que ça aurait coûté beaucoup de prendre un album complet. Donc le groupe, en fait, ils ont fait une seule chanson du film. Mais lui, il voulait construire tout son film sur ce disque. Donc on est plus dans une optique de... Comment dire, c'est ça, de fables fantastiques comme les Beatles pouvaient en faire quand ils faisaient Yellow Submarine, quoi. Oui, et puis c'est un film qui est assez conceptuel, en fait, dans sa façon d'aborder ça, et on va dire il y a quelques scènes de dialogue, finalement très peu avec Kowalski à proprement parler, et je pense aussi, encore une fois, quand on parle de fable politique, il y a cette idée que quand il traverse justement une partie des États-Unis, il va croiser, en fait, comment dire, plusieurs, pas communautés, mais en tout cas plusieurs
personne représentative en fait. Voilà, il y a ce vieil ermite dans le désert qui le sauve d'un serpent, qui manque de le mordre. Il y a un couple d'homosexuels en fait qui le braque, voilà, sur la route en fait, et dont il se débarrasse en 2 temps. Il y a le macho qui les mascule en fait avec sa Jaguar, qui essaie de faire une course avec lui et Voilà, qui et se retrouve dans le décor. Ouais. Exactement. Mm. Il y a, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Et ce qui est assez marrant, c'est que, alors, en revoyant le film comme ça, je me suis demandé, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est référencé à proprement parler, mais je me suis demandé jusqu'à quel point en fait ce film-là pouvait être aussi une référence pour Rockstar en fait et les GTA. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même cette espèce d'idée que. Alors, c'est quand même quelque chose qui est propice au cinéma des années 70 aussi. Hein. Il y a des films de course-poursuite, on a eu un paquet à cette époque-là, quoi. Et c'est. Enfin. Pour les gens qui aiment cette imagerie-là, c'est muscle car porn, c'est tout ce que tu veux, le film. Hein. Mais toute cette imagerie-là, elle est utilisée notamment dans GTA V, t'as un peu de ça, quoi. Ouais. Et je me demandais jusqu'à quel point, en fait, ça pouvait être... Ça serait pas du tout étonnant par rapport aux références des frères Hauser. Ils ont toujours dit, enfin, ils ont toujours reconnu l'héritage d'un certain cinéma d'action. Et effectivement, le fétichisme de la bagnole est d'autant plus important que, en fait, Richard Zanuck, donc le producteur de la Fox à l'époque, avait un service, voulait rendre un service à Chrysler en fait, et même parce que c'était eux qui louaient les voitures pour le cinéma à des tarifs préférentiels et tout ça. Et donc en gros, il leur fait de la pub, et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés sur ce modèle de Dodge Challenger donc de 1970, qui est mis en scène, c'est la star du film, cette bagnole. Et alors c'est là où on en vient justement au filmage qui pour moi est vraiment essentiel, quoi, parce que tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est un film dont on se doute qu'il est assez peu dialogué, dont la narration est construite sur le principe de la course-poursuite, et où il y a une fétichisation de la carrosserie qui est absolument centrale. En fait, le Richard Sarafian a bossé avec le chef-op John Alonzo, et ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas utiliser les caméras comme on les utilisait habituellement pour filmer les véhicules, c'est-à-dire d'avoir 2 véhicules, c'est-à-dire un qui suit et qui filme la voiture, mais d'essayer de coller au plus près. Et donc de monter les caméras sur les bagnoles. Donc c'était des caméras légères, entre guillemets, pour l'époque. Pour l'époque, à reflex. John Alonzo, pour resituer, c'est le chef-op de Chinatown et aussi de Scarface. Hein. Donc on est pas loin en termes de cinéma de genre. Voilà, il se pose là. Scarface, dont on a fait un épisode de Stéroïdes. Voilà. Et comment dire. Et donc quand tu montes la caméra sur le véhicule, l'opérateur va avoir aucun contrôle dessus. Donc ça oblige à ouvrir l'obturateur au maximum et à avoir une profondeur de champ. Tu peux pas faire le point, donc tu prends la plus grande profondeur de champ. Et du coup, tu choisis un angle où tu vas avoir le maximum d'informations. Et c'est ça qui donne au film aussi ses plans. C'est pour ça que à chaque fois, moi, je suis encore étonné que tu m'apprennes qu'il est pas en scope. Oui, mais j'ai vérifié parce que du coup, pendant qu'on était en train de discuter, je me suis dit attends, c'est quand même pas mon Blu-ray qui est recadré. Je me suis fait avoir. Non, effectivement, il est en 85, mais c'est hyper bien géré. Ouais. Et donc, ce qui donne ce côté panoramique, en fait, c'est que justement, les caméras ont été bien placées pour avoir le maximum d'informations dans le champ avec une grande profondeur de champ. Et ça va faire école parce que, encore une fois, moi, là, pour le coup, je suis convaincu qu'un mec comme George Miller, ça a été une de ses sources d'inspiration, notamment pour le premier Mad Max. Toute la première poursuite du premier Mad Max, c'est Point Limite Zéro Reloaded. Quoi. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Le truc, c'est qu'il y a c'est marrant, tu me parles Matrix Reloaded. Sarafian, il a aussi fait l'acteur. Hein. On l'a retrouvé notamment chez les frères Wachowski. Enfin, les sœurs Wachowski, même frères Wachowski, on va dire, à l'époque de Bound, où il faisait le mafieux. Marzone. Hein oui. Voilà, ce qui était assez marrant, c'est que j'ai du mal à croire que c'est un choix qui n'a pas été pensé aussi et conçu quand tu sais quel type de poursuite en bagnole ils ont fait derrière avec les Matrix, même si on est vraiment pour le coup dans le cadre de la science-fiction et de la façon d'altérer la gravité. Mais indépendamment de ça, évidemment, il y a Tarantino avec Boulevard de la Mort, je pense que ça c'est évident aussi, même si je pense que lui il a encore d'autres références derrière. Et il y a ce truc en fait qu'il faut peut-être préciser sur Point Limite Zéro, c'est que c'est pas un film
qui propose des cascades absolument, je veux dire, fantasques ou démentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a même pas un truc comme on pouvait voir dans les James Bond de l'époque. Tu vois, par exemple, je crois Vivre et laisser mourir. Ouais, par exemple, où il y avait ce saut autour du pont, là, ce saut en vrillé comme ça. Non, on reste, c'est du terre à terre. C'est quelque chose. En termes de poursuite, ça pourrait se passer. Voilà. Sauf que tu te rends bien compte, en fait, pour le coup, que les voitures vont très très vite, qu'elles se manquent de très peu. Et en fait, effectivement, comme tu le dis, à un moment donné, à chaque fois, l'angle est tellement bien choisi, tellement bien pensé, que tu es juste en train d'halluciner beaucoup plus que dans n'importe quel Fast and Furious où les mecs se permettent des trucs complètement grandiloquents pour au final accoucher. Enfin, c'est la montagne qui accouche d'une souris, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des. Alors ils ont un peu grugé, enfin un peu triché à ce niveau-là, bien sûr, puisqu'ils tournent avec parfois des caméras à demi-vitesse en fait. Mais il n'empêche que les cascades ont bien été faites. C'était l'équipe responsable de Belit en fait qui était derrière. Donc. Mais c'est pas quelque chose, par exemple, tu vois, là pour le coup, c'est même pas une question de qualitative, hein, mais quand tu vois un Mad Max 2, par exemple, de toute évidence, tu vois en fait à quel moment c'est accéléré dans le montage, quoi. Là, t'as rien de tout ça, en fait. Encore une fois, on reste dans une espèce de temporalité relativement, suivi, ce qui fait que tu as vraiment l'impression que ce que tu vois, tu as vraiment l'impression que c'est en train de se passer devant toi. Et c'est aussi ce qui décuple l'impact de la poursuite globale du film, quoi. Et ça, ce filmage aussi particulier, il donne une vraie présence. Ça aussi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup dans les films. Justement, tu parlais de Fast and Furious, etc. C'est la présence de la carrosserie, la présence du décor. Moi, j'ai l'impression d'y être, en fait, quand je me vois ces films-là. Et c'est assez dingue de se dire que Sarafian, cette année-là, donc 71, il a fait 2 films qui, en termes de décor, sont juste ahurissants. Donc, il y avait celui-ci et Le Convoi sauvage, avec Richard Harris, donc, qui est le western qui a inspiré The Revenant. Voilà, où tu te dis, mais il a mis le doigt sur quelque chose de ressenti, en fait, j'imagine, par ses contemporains, sur une Amérique qui était en train de disparaître, en fait. À travers cette contre-culture, il y a un pays qu'on était en train de perdre, en fait. On l'a plus, cette Amérique qui est à mi-chemin entre le western, l'Ouest sauvage et la modernité, en fait. Mais d'ailleurs, en fait, moi, c'est marrant parce qu'en revoyant le film comme ça, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le dernier, entre guillemets, âge d'or du fantasme américain? C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que, est-ce que c'est pas finalement la dernière fois où il y a pas mal de gens qui tripent sur les années 80, ce genre de choses, mais globalement, ils tripent sur l'époque, pas tant en fait sur l'Amérique de cette époque-là, quoi. Et le truc, c'est qu'on a l'impression à ce moment-là, même si c'était une période très troublée pour les États-Unis, que c'était peut-être la dernière fois après la guerre, en fait, quelque part, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on pouvait encore fantasmer sur un pays de cette sorte-là, en tout cas au cinéma, c'est-à-dire sur un Far West, c'est ça, ouais, tout à fait. Après, aujourd'hui, aujourd'hui, si tu peux traverser les États-Unis sans jamais sortir d'un centre commercial, hein, tellement ils sont collés les uns aux autres sur toute la longueur du pays, et ils vont tourner leur western au Canada. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on revoit aujourd'hui des films pourtant tardifs, des années 60, comme Un homme est passé de John Sturges, qui est un film contemporain qui se passe à l'époque, fin 50, mais qui se passe à l'époque contemporaine, quoi. Et tu vois le film, tu te dis mais on est en 1860 parce que l'Ouest existait encore vraiment à l'époque, quoi. En dehors des petites bourgades avec 2-3 bagnoles, le reste du pays, c'était des grandes étendues semi-désertiques, complètement fascinantes. Et effectivement, on les a à tire-larigot dans Point Limite Zéro. Et c'est peut-être la dernière fois où on leur a rendu un tel hommage, en fait. Donc c'est un film physique, en fait. C'est une fable. C'est ça, une fable physique. Alors le truc juste pour terminer, faire un petit mot peut-être sur Sarafian, c'est un cinéaste un peu maudit, en fait. C'est quelqu'un qui a je pense qui a pas forcément commencé sa carrière à cette époque-là, en fait, mais qui a vraiment culminé à ce moment-là, et qui après s'est retrouvé un peu bouffé par le système des studios. Là, je pense notamment, il avait un film de science-fiction, en fait, qui a été fait à la fin des années 80, début des années 90, qui était Solar Crisis, où il s'est littéralement fait reprendre le film, remonter, et c'était censé être un gros budget qui a fini par comment dire, atterrir directement en vidéo, et qui est un espèce de grand film malade, parce que c'était un sujet proche du Sunshine, en fait, de Danny Boyle.
avec une expédition qui partait pour s'occuper du soleil, qui était vraiment en train de voilà. Et c'est assez marrant en fait de se dire qu'il y avait cependant, parce que Le Convoi sauvage, c'est quand même un film qui a des velléités écologiques, et en fait celui-là aussi, tu vois, donc en fait c'est marrant de le voir en fait faire ça dans le western, faire ça dans la science-fiction, et se retrouver finalement à ne pas. Il a retiré son nom de Solar Crisis. Ouais. C'est réalisé par Alan Smithy officiellement. Alan Smithy, voilà, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le film qu'il a détruit, en fait, c'est le film avec Burt Reynolds, qui s'appelle The Man Who Loved Cat Dancing, qui était je sais même pas comment dire, c'est un western sous influence psychotrope, on va dire. Il n'y a pas d'autre. Enfin, c'est un truc de malade. Donc avec Burt Reynolds et Sarah Miles, à l'époque où donc Burt Reynolds était vraiment au sommet de sa gloire et où le film aurait dû être un énorme carton, et c'était un truc qui s'est craché complètement au box-office. Et je pense qu'il en a payé le prix à Hollywood. Je pense qu'il a été maudit, comme ont été maudits tous ceux qui ont vraiment, pour le coup, vraiment vécu cette contre-culture, quoi, et qui se sont pas contentés de la réaménager pour Hollywood, quoi. Et c'est pas un hasard, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, comme tu le rappelais, qu'il se soit retrouvé chez les Wachowski en fin de carrière, parce qu'il y a un leg, en fait. Il y a un leg contre-culturel entre Sarafian et les Wachos. Ouais. Bon, alors le Point Limite Zéro, c'est disponible en DVD Blu-ray, hein, évidemment. Donc si vous voulez le découvrir, si vous l'avez pas découvert, on vous a un peu spoilé le film, un peu comme des cochons. Mais bon, rien à spoiler, c'est un film. Non, mais c'est clairement un film conceptuel. C'est une expérience, donc tu en fais l'expérience, quoi. Ouais. En tout cas, bon voilà, donc on vous invite à découvrir le film si vous l'avez pas découvert, à revoir le film parce que vous vous rendrez compte que c'est pas en scope, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Et puis on vous laisse là. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Capture Mag, voilà, Stéroïdes, c'est sur YouTube. Sur la chaîne YouTube, et en fait vous pouvez découvrir tous les épisodes vidéo. Si vous nous suivez sur le flux RSS, vous connaissez peut-être pas notre chaîne YouTube, vous pouvez les découvrir en vidéo sur YouTube. Voilà. Merci Raph. Merci Steph.